Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Lisa Bellouco pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Le 7 février dernier, sous la pression des multinationales semencières, le Parlement européen a adopté un règlement sur les nouvelles techniques génomiques, les NTG. Le but, autoriser la culture dans nos champs de ces nouveaux organismes génétiquement modifiés. Le combat contre les OGM n'est pas terminé. Vous continuez de jouer aux apprentis sorciers avec le vivant. Alors que ces NTG, personne n'en veut. Ni les agriculteurs qui préféreraient un revenu digne et des prix planchers, ni nos concitoyens qui veulent d'une alimentation saine et abordable. Ce gouvernement a saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, pour donner un avis sur le règlement européen. Premier avis, l'ANSES évoque un manque de clarté du règlement et, je cite, une insuffisance de justification scientifique de l'équivalence recherchée entre des plantes NTG et des plantes conventionnelles. Deuxième avis, l'ANSES recommande une évaluation spécifique au cas par cas des NTG et la mise en place d'un plan de surveillance global, notamment pour assurer la traçabilité des NTG et éviter la mainmise des multinationales étrangères sur les semences. Quelle conclusion en tirez-vous? Vous choisissez de vous asseoir sur ces avis. Pire, alors que vous disposiez du second avis le 22 janvier et que le vote au Parlement se déroulait le 7 février, vous avez fait le choix de ne le publier que la semaine dernière, après le débat, après le vote. Mais c'est vrai, au fond, pourquoi s'embarrasser le débat démocratique de l'avis des experts que vous aviez vous-même sollicité? Je vous le demande, Monsieur le Ministre, avez-vous, en guise de cadeau à Bayer, Monsanto et Corteva, retardé délibérément la publication de cet avis sur les NTG? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lisa Bellouco. Tout d'abord, il est notre responsabilité collective d'éviter d'agiter les peurs. Non, les nouvelles technologies que vous nommez ne sont pas à proprement parler des OGM. De quoi parlons-nous exactement? Un OGM, c'est scientifiquement de la transgénèse. On incorpore des gènes étrangers à un organisme. Cela est d'ailleurs interdit, vous le savez, en Europe en matière d'agriculture. Les nouvelles techniques génomiques dont nous parlons, en revanche, sont des mutations ciblées du génome en utilisant les gènes existants de l'organisme. Et vous le savez comme moi, depuis que nous pratiquons l'agriculture depuis des dizaines de milliers d'années, des milliers d'années devrais-je plutôt dire, nous utilisons la sélection variétale. C'est donc une version scientifiquement plus avancée de sélection variétale. Les mots ont un sens. Et c'est parce qu'il y a des différences scientifiques qu'il faut une réglementation spécifique et un cadre juridique adapté. Ces nouvelles technologies, elles représentent une opportunité majeure pour les agriculteurs de lutter contre le dérèglement climatique, d'utiliser moins de phytosanitaires, d'utiliser moins d'eau, de résister face à des ravageurs. Nous pensons que ces technologies sont une réponse au dérèglement climatique pour nos agriculteurs. Alors oui, il faut accélérer et saisir cette opportunité et bien sûr nous le ferons en assurant un haut niveau de sécurité au service d'une agriculture plus durable. C'est tout le sens de l'avis de l'ANSES dont je rappelle que cet organisme a choisi de publier à sa convenance l'avis des travaux qu'il mène et que nous avons sollicité comme vous avez bien voulu le dire. Nous sommes parfaitement en phase avec l'ANSES, nous aurons un haut niveau de vigilance, mais néanmoins, nous ne freinerons pas le travail de la science au service de nos agriculteurs, au service d'une alimentation durable. Un dernier mot sur les brevets. Vous avez raison de signaler ce point et nous y serons très vigilants. Il n'est pas question de déséquilibrer les règles du jeu entre les petits et les gros acteurs. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée? Madame la Ministre, 3 Français sur 4 rejettent tous les OGM. Et à tous ces Français, je veux dire que la seule et meilleure occasion de refuser les nouveaux OGM, c'est de voter aux élections européennes du 9 juin pour les candidats qui les rejettent vraiment. Je vous remercie. La parole est à Madame Géraldine Bannier pour le groupe démocrate. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la Ministre, hier, le 12 mars, a eu lieu la 3e édition du quart d'heure de lecture nationale. Pour rappel, à 10 h, le 10 mars, depuis 2018,
Élèves et personnels des écoles et des établissements sont invités à interrompre leur activité durant un quart d'heure pour laisser place à la lecture d'ouvrages librement choisis. De réels effets ont été constatés à travers ce moment de silence, apprécié par tous, qui suscite l'enthousiasme et renforce le sentiment d'appartenance au groupe. Pour rappel, la dernière enquête PISA montre une baisse de 19 points en compréhension de l'écrit de nos élèves. Les institutions, mais aussi l'ensemble de nos entreprises, sont invitées à se joindre à ce moment partagé de pause collective et silencieuse, moyen de rappeler les vertus ô combien bénéfiques et nombreuses de la lecture. L'exhaustivité est impossible en la matière, mais lire développe l'imagination, multiplie les réseaux neuronaux, facilite la concentration, apaise et accompagne pour la vie de rencontres aussi surprenantes qu'enrichissantes. De ceux qui se laissent emporter dans l'univers des livres, certains emprunteront le chemin d'une réussite pas définie à l'avance ou seront sauvés du désespoir grâce à leur seule compagnie. Missak Manouchian, récemment honoré au Panthéon, ne parlait-il pas des livres comme de ses plus grands et plus sincères amis? Cette année, le 10 mars était un dimanche. Le quart d'heure lecture a eu lieu mardi. Mais la lecture, ce doit être au quotidien. C'est pourquoi, en tant que présidente du groupe économie du livre et du papier, je souhaitais, Madame la Ministre, vous interroger sur le soutien du ministère à cette opération, son bilan. Plus globalement, quels sont les dispositifs mis en place pour que la lecture devienne un sport national quotidien en cette année olympique? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Je vous remercie pour cette question, parce que je connais votre engagement pour ces sujets, et notamment pour la lecture comme facteur de réduction des inégalités. La lecture loisir décline fortement après 12 ans et l'entrée au collège, et en particulier chez les garçons. 68% d'entre eux lisent à 13-15 ans, contre 81% pour les filles. C'est un facteur d'inégalité. Les jeunes consacrent moins de temps à la lecture, évidemment, qu'aux écrans. La lecture, vous l'avez dit, c'est un apprentissage, c'est aussi une gymnastique de l'esprit. Et il y a dans ce domaine une inégalité totalement profonde en fonction des milieux sociaux, entre les enfants dont les parents peuvent aimer la lecture, lire une histoire à leurs enfants le soir, et ceux des parents qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas de livre à la maison. Il est donc important, un quart d'heure, c'est toujours mieux que rien, monsieur le député. Il est donc important que l'école soit le lieu où on valorise la lecture, en particulier comme moment de partage. Et ces moments fonctionnent très très bien. Et c'est particulièrement important pour les garçons, je le rappelle, puisque nous le savons, à travers notamment les statistiques d'achat, les filles lisent plus que les garçons. Et donc le quart d'heure lecture que vous avez rappelé favorise tout type de lecture, et notamment le livre. C'est notre conception avec ma collègue Nicole Belloubet de la lecture pour chacun. À chacun son livre, mais ça n'est pas vrai que pour les jeunes. La lecture est un acte culturel de première importance. Et d'ailleurs, les sociétés où on ne lit pas, ce sont des sociétés qui n'existent pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Ma chère collègue, allez-y. J'en profite, Madame la Ministre, pour rappeler comme la littérature, nos écrivains doivent être incessamment mis à l'honneur, alors que nous constatons une crise sans précédent des vocations dans nos circonscriptions. Pour ce qui concerne les professeurs de lettres, 20 professeurs manquent en Pays de la Loire, 7 en Mayenne. Notre langue ne peut se passer d'ambassadeur. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre Morel-a-L'Huissier pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. J'ai interrogé Monsieur Marc Fesneau le 14 février dernier au sujet de la crise agricole. Je sais que ma question l'a quelque peu agacé. Sa réponse n'était pas satisfaisante. Je réitère donc ma question parce que je suis tenace et je voudrais avoir des réponses. Malgré les diverses annonces faites par le Président de la République, le Premier ministre, depuis le mois de janvier, nos agriculteurs attendent toujours des actions concrètes et immédiates. Jour après jour, tous mes interlocuteurs me font part de leur exaspération. À moi, il y a beaucoup de députés, notamment dans l'Aveyron, de la Haute-Loire et dans le Cantal. Madame la Ministre, quand j'apprends que le Président de la République a été obligé de réunir plus de 700 hauts fonctionnaires pour les supplier de proposer des normes simplifiées, c'est bien que la France va mal. Quand j'apprends que la LOA reconnaîtra l'agriculture comme d'intérêt général majeur de la nation française, faut-il en arriver à cela pour sauver notre agriculture? Quand j'apprends que vous avez récemment confié une nouvelle mission temporaire pour une énième loi Egalim aux députés de la majorité, vous savez vous-même que les deux précédentes n'ont servi à rien.
Pourtant, les revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Nos agriculteurs veulent une vraie rémunération et du respect, moins de charges et de normes, de justes échanges internationaux, une réciprocité des normes, l'exonération de charges sur la main-d'œuvre, des chocs de simplification, l'amélioration des retraites agricoles, des mesures sur la prédation, notamment du loup, l'allègement des contrôles et que les agents de l'OFB ne soient plus armés. Dans quel monde vit-on? Qu'avez-vous à me répondre aujourd'hui, 3 semaines après le salon de l'agriculture, où le gouvernement a été largement bousculé? Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Morel et l'huissier. Avant toute chose, je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Marc Fesneau qui est retenu par ailleurs, et vous le savez, il est sur le terrain avec le Premier ministre, avec le Président de la République et moi-même, engagés pour apporter des solutions directes, concrètes aux agriculteurs. Derrière cette colère légitime, il y a, vous le savez, leur inquiétude face au dérèglement climatique, leur passion pour le métier, leur volonté de garantir un avenir à leur famille et leur volonté de transmettre leur exploitation dans les meilleures conditions. Cette crise, elle résonne bien au-delà de la France et bien au-delà de l'Europe. Elle est mondiale. Et contrairement à ce que vous dites, monsieur le député, le gouvernement a agi fort, il a agi vite, il a apporté des réponses d'urgence. Sur les 62 engagements pris par le Premier ministre, près de 80% sont réalisés ou sur le point de l'être. Les décisions sont prises, les textes publiés, les aides versées. Nous avançons vite car il y a urgence. Sur la viticulture, sur la MHE, sur les victimes de la tempête Ciarán, 22 millions d'euros versés à plus de 4000 exploitations. Un plan de soutien à la trésorerie pour les petites exploitations est en place depuis 2 semaines. Des permanences physiques dans les sous-préfectures se déroulent avec l'ensemble des services de l'État pour répondre directement aux problèmes des agriculteurs. Plusieurs dizaines de milliers d'exploitations ont d'ores et déjà reçu l'avance de trésorerie sur le GNR. Alors, monsieur le député, pourquoi ne pas faire connaître ces mesures? Pourquoi ne pas faire en sorte que les agriculteurs de votre territoire soient plus nombreux pour en bénéficier? Oui, le gouvernement est au travail sur les sujets d'inquiétude remontés par les agriculteurs, sur les phytosanitaires. Pas plus tard qu'hier, une directive partait pour faciliter la prolongation du certificat Ecophyto. Sur la simplification administrative, pas moins de 63 arrêtés préfectoraux, des décrets et la transmission d'un projet de loi de niveau législatif, monsieur le député. Vous n'auriez pas souhaité que nous fassions le travail à votre place. Madame la ministre. Donc oui, nous agissons. Merci. Oui, les mesures sont concrètes. Merci de les relayer. Merci, Madame la ministre. Allez-y. Madame la ministre, j'ai 22 ans de mandat. Quand je vous dis que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Il est temps que vous bougiez très clairement au niveau de l'agriculture. Je vous remercie. La parole est à Madame Isabelle Périgot pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les Français vont mal et ce n'est pas moi qui le dis. Un salarié sur 2 se déclare en détresse psychologique. Santé publique France indique que les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans sont les plus touchés par les idées suicidaires et tentatives de suicide. Notre système de santé va mal. Encore 60 000 postes d'infirmiers sont vacants. Notre école va mal. Dans certains quartiers, nos professeurs vont enseigner la peur au ventre. Quant à l'orientation de nos jeunes, elle reste encore un moment d'angoisse pour nos familles. Nos agriculteurs sont encore en colère. Ils attendent des actes qui tardent à venir. Les Français ont peur de la guerre quand le président de la République annonce une probabilité d'un renfort terrestre en Ukraine. Alors à tout cela s'ajoute l'angoisse de la fin de mois. Et parce que j'ai les pieds sur terre et je vis dans la vraie vie, monsieur le Premier ministre, je peux vous dire qu'encore ce matin, l'essence coûte 2 € le litre. La France va mal. La France compte sur nous. Arrêtez d'utiliser la politique du sparadrap. Il faut agir. Redonner l'espoir à nos millions de concitoyens qui croient en la France et qui ne peuvent se résoudre à l'avoir déclinée. À quand le passage de la parole aux actes? Et malgré vos engagements, et cela fait 7 ans, que des réformes d'ampleur, ni sur la santé, ni sur l'éducation, ni sur le travail, ni sur le logement, la famille, ni même nos institutions. Le général de Gaulle disait « Je n'imagine pas la France sans la grandeur ». Eh bien, nous non plus. Alors ma question est simple.
Monsieur le Premier ministre. Quand comptez-vous mettre en œuvre des réformes structurelles profondes dont nous avons besoin afin que la France retrouve son rang de première puissance dans le concert des nations, afin que notre pays redonne à chaque Français sa dignité? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Prisca Thévenot, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Pericot, vous avez tout à fait raison. Nous devons continuer à nous mobiliser pour relever les défis qui sont face à nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous siégez ici dans cette belle institution. De façon très claire, nous devons aussi rassurer les Françaises et les Français qui nous regardent et qui nous écoutent. Oui, nous devons les rassurer sur notre capacité collective à continuer à agir pour eux au regard des nuances qui sont les nôtres, ces nuances qui sont là pour nourrir l'action politique et moins les polémiques vaines qui ne servent absolument à rien. Alors oui, pour faire cela, il faut les rassurer sur notre capacité à faire. Regardons la situation de 2017 et regardons l'état de notre pays aujourd'hui. Vous avez cité un certain nombre d'enjeux. Sur les sujets de la sécurité, Madame la députée, eh bien oui, nous avons investi massivement pour recruter plus de 10 000 forces de l'ordre. Nous avons également permis, sur les enjeux de justice, d'augmenter entre 2017 et 2027 le budget de 60% de la justice. Nous avons aussi, d'un point de vue économique, permis pour la 4e année d'être le pays le plus attractif d'Europe. 2 millions d'emplois créés, 300 industries remises sur nos territoires, partout, sûrement près de chez vous. Nous avons également permis de continuer à avoir des lois pour défendre les principes et les valeurs de notre République et renforcer les moyens de renseignement territoriaux. Madame la députée, vous le dites aussi, le gouvernement agit et il agit avec la représentation nationale. Vous parliez des familles. Nous avons pu avancer sur le versement des pensions alimentaires. C'était une demande. Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons pu aussi avancer sur les sujets des familles monoparentales. Le Premier ministre lui-même le disait récemment. Nous devons avancer sur ce sujet, notamment à l'endroit des femmes, et une mission parlementaire est demandée sur cela entre le Sénat et l'Assemblée nationale avec Fanta Berete et Xavier Iacovelli. Alors oui, Madame la députée, nous devons avancer et je suis sûre que nous continuons à avancer ensemble, loin des polémiques vaines, sur la politique concrète. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre du Logement, aujourd'hui les Français ont de plus en plus de mal à se loger. Marché de l'acquisition du locatif, nous connaissons une véritable crise du logement. J'ai été alerté sur ma circonscription de la Charente-Maritime par les professionnels, du maçon au diagnostiqueur, de l'agent immobilier au notaire. Ainsi, le marché locatif souffre d'une raréfaction de biens en raison de diagnostics de performance énergétique dégradés dont la fiabilité des critères de notation n'est plus à démontrer. L'accession à la propriété n'a jamais été aussi complexe, avec des prix de l'immobilier toujours aussi hauts, des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 4 en quelques mois et qui resteront élevés selon la BCE. Dans le même temps, le marché de la construction et de la rénovation, lui aussi fortement ralenti, en raison notamment des hausses de prix de matières premières, alors même que les marges des grands acteurs de la fourniture de ces matériaux n'a jamais été aussi élevée. À cela s'ajoute le renchérissement du foncier sous la pression de la demande, comme la contraction de l'offre. Enfin, refoulés par l'accession à la propriété, les ex-acheteurs primo-accédants viennent gonfler les rangs de la demande de logement social. Toutes ces difficultés surviennent en même temps que la fin des dispositifs PTZ et Pinel. En un an, les déclarations d'ouverture de chantier ont chuté de près de 20% sur la même période en Charente-Maritime. Ce constat est partagé par tous. Nous savons aussi que la construction a une inertie forte et que la reprise ne sera visible que 2 ou 3 ans après le retournement du marché. Par ailleurs, je suis engagé dans une démarche transpartisane avec Anaïs Glemer, Julien Bayou, Inaki Echaniz et Max Brisson pour réguler le logement saisonnier et traiter une partie de l'éviction de l'offre. Par exemple, près de 4 000 locations de courte durée sont allouées sur l'île d'Oléron, soit plus 17% depuis 2022 pour une île qui comporte 22 400 habitants. Monsieur le ministre, vous êtes arrivé en poste il y a un peu plus d'un mois et le logement a besoin d'un choc d'offres et de simplification. Ma question est donc simple. Quelles sont vos priorités, vos axes de travail pour traiter cette crise et pour de nouveau pouvoir affirmer « quand le bâtiment va, tout va ». Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Guillaume Kasbarian, ministre en charge du logement. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Plassard. Avec le Premier ministre Gabriel Attal, avec le ministre Christophe Béchu, nous partageons l'ambition de créer un choc d'offres, vous l'avez dit, de déverrouiller le marché du logement
pour lever les contraintes qui pèsent au quotidien sur les projets immobiliers. Dans ce combat, la simplification sera notre fer de lance. Vous le savez, nous avons commencé ce combat avec la création de 22 territoires engagés pour le logement. Concrètement, ce sont des opérations sur lesquelles nous avons simplifié les normes pour faciliter la construction et équilibrer ces opérations qui, si nous n'avions pas agi, ne seraient jamais sorties de terre. L'objectif, c'est que sur ces 22 territoires, nous ayons une création de 30 000 logements dans les 2 ans qui viennent et nous faisons le maximum pour aller le plus vite possible. Nous allons encore plus loin. Hier, au MIPIM, j'ai annoncé 5 chantiers prioritaires et 10 premières mesures de simplification pour accélérer et simplifier la construction de logements. C'est-à-dire que nous allons moderniser les procédures d'aménagement, nous allons accélérer la digitalisation des autorisations d'urbanisme, nous allons sécuriser les porteurs de projets le plus en amont possible, nous allons simplifier le traitement des contestations de projets et raccourcir les procédures de recours pour économiser jusqu'à 10% du coût de portage foncier. Le gouvernement sera aux côtés de ceux qui produisent, de ceux qui bâtissent et qui contribue donc au dynamisme du territoire. Je voudrais également préciser par rapport à votre dernière question, puisqu'il me reste quelques secondes, que sur les meublés de tourisme, je partage bien évidemment votre préoccupation, que ce soit à l'île d'Oléron, en Charente-Maritime ou dans de nombreux territoires. De nombreux logements se transforment en meublés de tourisme, accentuant l'attrition de l'offre de logement pour les Français. On doit équilibrer les règles fiscales, les règles de rénovation et donner des outils de régulation aux communes. C'est le sens de la proposition de loi transpartisane que vous avez citée. C'est aussi le sens du travail qui est mené par la mission Annaïg Lemeur, Madame Ferrari également, qui avait été confiée par Madame la Première ministre Elisabeth Borne à l'époque et qui proposera des mesures incitatives pour inciter à l'investissement dans l'offre locative. De l'offre et encore de l'offre, c'est bien la feuille de route que je m'active à mettre en œuvre. À vos côtés, Monsieur le député, à vos côtés, Mesdames et Messieurs les députés. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Brian Masson pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Tout d'abord, je souhaite avoir une pensée pour nos forces de l'ordre et nos militaires mobilisés à la frontière franco-italienne. Leur travail a permis d'intercepter 33 000 clandestins sur l'année 2023. Les clandestins passent la frontière par milliers. Et suite à une décision du Conseil d'État, il sera désormais impossible de les refouler. Un verrou juridique supplémentaire qui complique plus encore la maîtrise de l'immigration. Vous le savez, les chiffres de la délinquance ont été dévoilés. Et sans surprise, ils explosent. J'ai donc demandé au préfet des Alpes-Maritimes la part des étrangers dans les auteurs de délits. Les chiffres sont sans appel. À Nice, 54% de la délinquance de voie publique est le fait d'étrangers. Ils représentent 3/4 du trafic de drogue dans le seul quartier des Moulins, 66% des vols avec violence et 83% des vols à la tire. Des chiffres ahurissants qui n'étonnent plus personne, mais qui inquiètent grandement les Français. Pourtant, en novembre 2022, vous déclariez qu'il n'existait aucun lien entre immigration et délinquance. Une déclaration qui démontre au mieux votre incompétence, au pire votre aveuglement. Votre semblant de fermeté ne trompera personne et votre bilan parle de lui-même. Il est affligeant. Les Alpes-Maritimes sont confrontées à un double phénomène qui ne fait que s'accroître. Une immigration incontrôlée et une explosion de l'insécurité. Oui, Monsieur le ministre, force est de constater qu'immigration et délinquance sont inséparables. Ceux qui viennent dans notre pays enfreindre la loi ne font qu'alourdir les dépenses publiques, remplir les cellules de nos prisons et pourrir le quotidien de nos Français. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand comptez-vous agir pour l'intérêt des Français ? Je vous remercie. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Masson. Quelques chiffres qui visent évidemment, puisque vous l'avez demandé à Monsieur le Préfet, qui visent à quand même regarder quelle est notre moyenne dans le département. Elle est à 39% des mises en cause dans le département des étrangers qui sont évidemment l'origine de faits de délinquance sur la voie publique. Donc le constat, nous le partageons. Simplement, pour répondre aux enjeux de cette lutte contre l'immigration irrégulière, une force frontière, et vous l'avez saluée, et je la salue aussi, au nom du ministre de l'Intérieur et du gouvernement, a été mise en place le 1er juin 2023 avec 4 unités de force mobile pérennisées et jusqu'à 200 effectifs mobilisés par jour, tous services confondus, police, gendarmerie, douane, force sentinelle, réservistes, police nationale et gendarmerie nationale. Alors quels sont les résultats, Monsieur le député? Une hausse des interpellations, plus de 40 000 interpellations supplémentaires, un
taux de retour à la frontière de plus de 80%, 475 passeurs interpellés, 16 filières démantelées, éloignement des étrangers délinquants, 215 des 337 éloignements effectués en 2023 concernaient des délinquants, soit 64%. Alors tout simplement, monsieur le député, cessez de faire monter la haine, monsieur le député. Tout simplement, ouvrez les yeux sur les solutions que le ministre de l'Intérieur, sur l'autorité du Premier ministre, met en œuvre jour après jour. Et ouvrez les yeux, monsieur le député, sur les résultats que ces actions portent, à quel point ces actions sont, oui, porteuses d'espoir, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Masson. Madame la ministre et chers membres du gouvernement, je vous savais avec le groupe Rassemblement National incompétent, je vous sais désormais incompétent et ringard. Ringard parce que c'est toujours la même chose, toujours la même rengaine. Mais à côté de ça, les chiffres explosent et notre région est particulièrement impactée. 67% des étrangers sont responsables de faits de délinquance. Merci. Madame la ministre. Alors je vois, monsieur le député, à quel point, quand je vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder les résultats, plutôt que de faire monter la haine, eh bien, vous nous taxez d'incompétence. Je dois reconnaître à quel point vous ne travaillez pas, monsieur le député. Les résultats sont là, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est à présent à monsieur Giovanni William pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. La question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la nécessité de renforcer les enquêtes judiciaires et la législation concernant les prescriptions trentenaires litigieuses. Dans notre quête collective de justice et d'équité, il est impératif de comprendre que le droit de propriété soumis à la prescription peut parfois être à l'origine de drames humains, de spoliation de terres et d'oppression. Si la prescription trentenaire permet à des familles de régulariser leur situation, elle est aussi dévoyée par des porteurs de projets peu scrupuleux, et en particulier dans les Outre-mer. Et je comprends la colère de mes compatriotes, mais je les exhorte au calme et au travail collectif. En effet, il s'agit en réalité de montage de type pyramide de Ponzi. La méthode est simple. Un terrain acquis par une prescription litigieuse peut être vendu, puis revendu et re-revendu dans le délai de contestation de cette même prescription. Ainsi, le véritable propriétaire et l'acquéreur final se retrouvent lésés. Aussi, Monsieur le ministre, des héritiers peuvent encore aujourd'hui perdre leurs droits de propriété du fait de négligence et ou d'actions frauduleuses sous fond de décisions judiciaires favorables, mais pourtant matériellement inexécutoire. Alors, que faire? Certaines propositions sont sur la table et nous devons avancer. Alors, Monsieur le ministre, chaque effort compte, chaque geste permet d'aller vers plus d'équité et de confiance dans notre justice. Ainsi, cette question s'avère être en réalité une interpellation car c'est une requête visant au rétablissement de la dignité de nos compatriotes et surtout de la justice. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député William, nous avons déjà à quelques reprises évoqué cette question difficile, épineuse et qui crée, c'est vrai, en Martinique, mais pas qu'en Martinique, de vraies difficultés pour les familles. C'est un sujet technique que la question foncière en Martinique, mais cela ne doit pas masquer des réalités humaines et familiales, vous l'avez d'ailleurs rappelé, douloureuses dont compte à connaître un certain nombre de nos compatriotes martiniquais. Je suis bien placé pour le savoir, les tribunaux sont saisis de procédures souvent très complexes à dénouer, ce qui allonge encore évidemment les délais de résolution. Mais sur cette question, le gouvernement, précisément, n'est pas inactif. Comme vous le savez, à l'issue du comité interministériel des Outre-mer, qui s'est tenu en juillet dernier, il a été décidé que le sujet de facilitation des sorties d'indivision soit abordé de front. L'une des questions, c'est celle de la prescription trentenaire. C'est un sujet qui met en jeu le respect de la propriété privée, protégée, bien sûr, comme vous le savez, par notre Constitution. Des dispositions
permettent de vraies avancées et elles ont pu être intégrées dans le projet de loi Habitat dégradé porté par mon collègue Guillaume Kasbarian, avec l'aide des rapporteurs, vos collègues Royer-Perrot et Vuilletet, que je veux ici saluer. On va échanger certainement sur d'autres avancées. Vous le savez, monsieur le député, la porte de mon ministère vous est ouverte. Il y a d'ailleurs, je dois le dire, la CMP qui a lieu demain sur le texte Habitat dégradé. Il semble important que ces premiers acquis soient consolidés. La vigilance du gouvernement, et je veux vous rassurer pleinement, est forte sur ce sujet. Nous partageons le souhait de faire avancer des textes qui changent dans la durée la vie des Français partout sur le territoire national. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Joël Aviragnet pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, les Français souffrent. Alors que l'inflation explose dans tous les domaines de la vie quotidienne, les Français n'en peuvent plus. C'est ce que j'entends tous les jours. La colère légitime des agriculteurs du Comminges et du Savès, qui l'ont exprimé ces dernières semaines, la fatigue des soignants, des professeurs, des forces de l'ordre, la lassitude des salariés du privé, des artisans et des indépendants. Les députés socialistes ont essayé de leur être utiles concrètement, en faisant voter 7 lois en 2 semaines, pour réduire leurs factures, pour diminuer les frais bancaires lors des successions, pour combattre les violences intrafamiliales. Cependant, c'est à ceux qui gouvernent de trouver des solutions à leurs problèmes existentiels. Nos concitoyens se plaignent de vivre de moins en moins bien. Ils ne s'en sortent plus. Alors que nos services publics se dégradent, vous orchestrez 10 milliards d'euros d'économies sur leur dos. Et que lit-on dans la presse? Que les 40 milliardaires français ont vu leur fortune bondir de 64% en 3 ans. Que pour la seconde année consécutive, le CAC 40 a explosé tous ses records de profits et de dividendes. Et que voit-on dans la rue? De plus en plus de nos concitoyens en détresse. 3 000 enfants dorment à la rue et les travailleurs pauvres sont toujours plus nombreux. Cette misère est brutale. Pourtant, un autre chemin est possible. Pourquoi votre gouvernement s'entête à refuser que les plus riches payent leur juste part? Même les États-Unis demandent à leurs citoyens les plus fortunés de contribuer à l'effort collectif. Alors ayez du courage. Taxez les superprofits. Monsieur le Premier ministre, alors que la vie quotidienne de nos concitoyens devient vivable, entendez-vous revoir votre politique fiscale afin de la rendre plus juste et plus équitable? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation. Et non, merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, pardonnez-moi, Monsieur le député. Il y a beaucoup de choses dans votre question et évidemment beaucoup de choses, je vous laisse juge, beaucoup de choses sur lesquelles je ne serai pas d'accord. Néanmoins, un point d'accord, il nous reste du chemin. Je commencerai par répondre sur la fin. Je veux commencer par vous rappeler que nous sommes incontestablement les champions du monde de la taxation des revenus et incontestablement les champions du monde de la taxation des revenus des plus aisés. Il y a des championnats du monde qu'on veut pouvoir poursuivre. De notre côté, on a souhaité à la fois depuis 7 ans soutenir les revenus des plus fragiles, je vais y revenir dans 2 minutes, mais aussi faire en sorte que les plus aisés contribuent fortement. On est et nous demeurons, pour votre plus grand plaisir, je crois, incontestablement le pays le plus taxé. Je crois qu'il faut faire attention aux effets délétères aussi que cela entraîne. On va revenir, parce que vous avez dit des choses justes et vous avez porté des textes assez forts. J'y étais la semaine dernière dans la niche socialiste. Je voudrais revenir quand même sur ce qu'on a fait pour les plus fragiles d'entre nous et reprendre les mots quand même du gouverneur de la Banque de France. Ce ne sont pas les miens. Accordez-moi donc ce crédit. Nous sommes en train de gagner la bataille contre l'inflation. Ce sont les mots ce matin même du gouverneur de la Banque de France. Et la France est aujourd'hui un pays où l'inflation est en train de passer sous les 3%, même en matière alimentaire. Rappelez-vous juste, on était, il y a 1 an, au même moment, à 15% d'inflation dans l'agroalimentaire. On est à 3,6% au moment où je vous parle. Il nous faut continuer
à combattre, continuer à lutter contre le chômage, à créer des emplois. N'oublions rien, c'est l'avantage d'y travailler depuis 7 ans. N'oublions pas les 5 milliards d'euros que les petites entreprises, par exemple, ont versé à plus de 6 millions de salariés grâce à la prime Macron, que les parlementaires de la majorité ont voté. N'oublions pas non plus la revalorisation globale des minima sociaux. N'oublions pas non plus les 14 milliards de revalorisation pour nos retraités. Ça représente une hausse de pension de 80 € par mois, 960 € par an. Ne serait-ce que ce chiffre parle de lui-même. Soutenir les plus fragiles, mettre à bas l'inflation et continuer à mener une politique fiscale équilibrée. Voilà un programme qui tient la route. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Alors vous avez peut-être pris des mesures pour le pouvoir d'achat, mais si peu en comparaison de ce que vous avez donné aux plus riches. Le chômage a peut-être baissé, mais les chômeurs sont devenus des travailleurs pauvres, des précaires, qui allongent les files des restaurants du cœur. Et pendant ce temps, les 40 milliardaires, 64% de plus. C'est ça. La parole est à Madame Danielle Brulbois pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge du logement. MaPrimeRénov', la principale aide à la rénovation énergétique des bâtiments que nous avons créés en 2020, est un véritable succès avec 2 millions de logements rénovés. Cependant, à de nombreuses reprises, j'ai alerté le gouvernement sur les difficultés importantes que rencontrent les demandeurs de MaPrimeRénov' pour constituer leur dossier et obtenir leur aide. Cette problématique s'est amplifiée car elle était depuis janvier réservée aux propriétaires faisant une rénovation d'ampleur, donc avec plusieurs types de travaux et conditionnée au mode de chauffage. Conditionner une aide à l'isolation du logement par un premier acte qui consiste en l'installation d'un chauffage décarboné et plus spécifiquement d'une pompe à chaleur pose problème. En effet, de nombreux logements en zone rurale ne peuvent installer de pompe à chaleur. Par ailleurs, cette mesure obligerait donc au remplacement de toutes les chaudières, y compris celles installées depuis moins de 15 ans, pour pouvoir obtenir des aides afin d'isoler sa toiture ou ses murs, ce qui pose la question du reste à charge beaucoup trop important pour la plupart des ménages. Ces exigences ont découragé les candidats à la rénovation, d'autant qu'il fallait que les travaux soient réalisés par des artisans certifiés RGE, reconnus garants de l'environnement, et qu'il fallait fournir aussi un DPE, diagnostic de performance énergétique, avant la rénovation des travaux en monogeste. Pourtant, mieux vaut un monogeste plutôt que pas de rénovation du tout. Quand on habite une ancienne bâtisse dans le Jura, changer ses portes et ses fenêtres qui joignent mal, c'est déjà un gain majeur d'énergie et de confort. Nos artisans et nos PME, Monsieur le Ministre, ont besoin de simplification et de soutien, et nous avons besoin d'eux. Vous avez reçu la semaine dernière leur fédération et leurs représentants. Pouvez-vous nous détailler les décrets que vous comptez prendre rapidement pour les satisfaire? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Guillaume Kasbarian, ministre en charge du logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Danielle Brulbois, vos alertes ont bien été entendues. Depuis le 16 février dernier, aux côtés de Christophe Béchu, nous avons travaillé de concert avec les artisans, avec la FFB et la CAPEB, pour simplifier le dispositif de MaPrimeRénov'. Et vendredi dernier, nous avons pris 3 décisions qui ont été, vous l'avez vu, saluées par le secteur. Première décision sur mon accompagnateur Rénov'. Vous l'avez dit, c'est compliqué pour les travaux de rénovation globale de parfois trouver un accompagnateur. Il n'y en a pas assez sur le territoire. Nous avons pris la décision d'homologuer très rapidement 600 structures d'accompagnateurs supplémentaires dans les semaines qui viennent. Nous allons vérifier chaque semaine qu'ils arrivent bien sur le territoire. Chacune de ces structures a en moyenne 6 à 7 accompagnateurs. Donc vous le voyez, ça va être des milliers d'accompagnateurs qui vont arriver sur le territoire pour permettre les travaux de rénovation globale. Deuxième décision sur les gestes simples de rénovation. Vous l'avez dit, mieux vaut rénover quelque chose plutôt que de ne rien rénover du tout. Et même si l'idéal, c'est une rénovation globale, il faut quand même permettre les gestes simples et efficaces de rénovation. Nous avons donc décidé exceptionnellement de réouvrir le financement des gestes simples de rénovation, même si vous n'avez pas encore votre DPE, même si vous êtes dans une maison qui est classifiée F ou G. Et donc d'ici la fin de l'année, vous pouvez faire des devis, vous pourrez les déposer sur le site de l'ANA et de MaPrimeRénov' pour pouvoir bénéficier d'un financement. Dernier élément des artisans, c'était la question du RGE, la labellisation. C'était parfois vu comme quelque chose de trop compliqué. On va faire de la validation par les acquis de l'expérience.
On va doubler la durée de validité de cette qualification RGE. On va homogénéiser les contrôles. Et donc, on répond à un certain nombre d'attentes des artisans qui nous disaient RGE, c'est un petit peu compliqué. Vous le voyez, à travers ces 3 décisions importantes, Madame la députée, nous répondons aux attentes des artisans pour qu'un maximum de personnes puissent rénover leur logement grâce au dispositif MaPrimeRénov', qui, je le rappelle et vous l'avez dit, a déjà permis à plus de 2 millions de Français de rénover leur logement. On a le budget pour. Rénovons et continuons à rénover. Merci Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Michel Salah pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Alors que le bilan s'est alourdi, que 7 personnes sont décédées et qu'un jeune garçon de 12 ans est toujours porté disparu, je voudrais m'associer à l'hommage d'hier de mon collègue Patrick Vignal et exprimer ma profonde tristesse et ma compassion aux victimes et aux familles de victimes des graves intempéries qui ont touché plusieurs de nos départements, dont le Gard, dans la nuit de samedi à dimanche. Je voudrais également redire ici notre gratitude pour le travail de nos forces de secours, toujours mobilisées, ainsi qu'une pensée pour nos maires, toujours les premiers sur le front lors des événements dramatiques comme ceux de ce week-end. Malheureusement, nous savons que ces catastrophes naturelles vont s'accentuer et très probablement s'accélérer dans les prochaines années en raison du changement climatique. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le Gard, la Cèze est montée à plus de 9 mètres, du jamais vu depuis 1976. Déjà en 2020, un document du CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, montrait la dangerosité des zones concernées par les intempéries de samedi dernier et indiquait les recommandations à entreprendre. Cela pose la question de l'ampleur des moyens alloués à la prévention des phénomènes climatiques, mais aussi et surtout de l'intégration d'une culture risque dans la politique de sécurité publique afin que la population soit suffisamment informée des gestes qui sauvent. C'est un enjeu national, alors qu'en avril dernier, 42% des métropolitains disaient manquer d'informations sur les bons comportements et les consignes à suivre, selon un sondage IFOP. Aussi, je dois vous avouer que l'orientation de votre gouvernement me laisse perplexe. Hier, Monsieur le ministre Béchu évoquait le nouveau plan d'adaptation nationale au changement climatique sur lequel nous serions saisis cet été. Et je me réjouis de son déplacement aujourd'hui dans le Gard. Mais alors, pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui, ainsi qu'aux 18,5 millions de Français exposés au risque d'inondation, la coupe de 500 millions que vous avez décidée pour le Fonds vert, pourtant destiné à financer les projets d'adaptation du territoire au changement climatique? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Salah, nous tenons nous aussi évidemment à adresser avec Christophe Béchu et tout le gouvernement nos pensées les plus chaleureuses aux familles, à leurs proches, comme Christophe Béchu l'a indiqué hier. Je voudrais d'ailleurs, comme vous l'avez dit, l'excuser. Il est dans le Gard aujourd'hui à la demande du Premier ministre. Je crois qu'on est tous solidaires. L'épisode cévenol qui a touché le week-end dernier les Cévennes, et particulièrement le département du Gard, a généré des pluies qui sont allées jusqu'à 250 mm sur les Cévennes. Ce phénomène, qui a habituellement lieu à l'automne, illustre pleinement le changement climatique et la nécessité de nous adapter. Vous l'appelez de vos voeux, nous sommes lucides, nous en sommes conscients, nous y travaillons, je vais vous en dire quelques mots. Nous adapter face à ces phénomènes qui sont de plus en plus violents et qui se produisent désormais, et on le sait bien, à des périodes très différentes que précédemment. Je tiens donc tout d'abord à souligner la qualité des prévisions et d'anticipation. Vous parlez d'anticipation des dispositifs de vigilance de Météo France et du service Vigicru. Ainsi, les territoires concernés ont été placés en vigilance orange pluie inondation dès le vendredi 8 mars. Les décès que nous avons connus sont des drames terribles. Avec Gérald Darmanin, nous tenons à remercier les 110 sapeurs-pompiers, les 6 plongeurs, les 4 équipes cynophiles et l'ensemble de ceux qui restent mobilisés, très mobilisés pour retrouver l'enfant disparu. Je tiens à rappeler que le gouvernement a décidé de lancer
un projet d'extension de la vigilance crue sur l'ensemble du territoire. Alors oui, monsieur le député, vous parlez de culture risque, vous parlez d'ampleur de la prévention. Mais oui, nous sommes lucides sur l'absolue nécessité de travailler sur ces sujets que vous pointez. La réalisation de ce projet ambitieux nécessitera de redéployer des moyens humains au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la ministre. Le ministre Béchu et son ministère Madame la ministre. est déjà au travail. C'est un enjeu Merci majeur pour nous tous, mesdames et messieurs les députés. Madame la ministre.